Dans les montagnes verdoyantes de Colombie, au milieu des années 90, des familles pauvres commençaient à remarquer quelque chose d'inhabituel. Leurs enfants disparaissaient, un par un, sans laisser de traces, sans explication. Au début, personne n'y prêtait vraiment attention. C'était la Colombie des années 90 après tout, un pays ravagé par la violence des cartels, par les conflits armés, par la pauvreté. Un enfant des rues qui disparaissait, c'était presque banal. Mais ce n'était pas banal, c'était quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui allait révéler l'un des criminels les plus terrifiants de l'histoire moderne. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Luis Alfredo Garavito. Était-il un homme, une bête, un démon? C'est ce que nous allons tenter de comprendre, mais toujours sur la base des preuves. L'histoire commence réellement en 1992, dans les régions rurales de Colombie. Des garçons âgés de 6 à 16 ans, issus de familles démunies, commençaient à disparaître dans différentes villes. Ils n'avaient rien en commun, si ce n'est leur pauvreté et leur vulnérabilité. Ces enfants vivaient souvent dans les rues, sans surveillance parentale suffisante. Certains travaillaient pour aider leur famille, d'autres erraient simplement, cherchant de quoi survivre au jour le jour. Un homme apparaissait dans ces quartiers pauvres. Il avait différents visages, différentes identités. Parfois, il se présentait comme un moine franciscain, vendant des images religieuses. D'autres fois, il jouait le rôle d'un homme blessé, marchant avec des béquilles ou portant un plâtre. Il semblait inoffensif, même sympathique. Il offrait de la nourriture aux enfants affamés, de l'argent, des promesses de travail. Il savait exactement quoi dire, comment gagner leur confiance. Et une fois cette confiance établie, il les emmenait vers des endroits isolés, des champs, des forêts, des grottes cachées dans les montagnes. Et là, loin de tout regard, il révélait sa véritable nature. Pendant des années, cet homme a parcouru la Colombie de long en large. Il traversait les départements, changeait constamment de ville, ne restait jamais au même endroit trop longtemps. Cette mobilité extrême rendait sa détection presque impossible. À l'époque, la Colombie ne disposait pas d'un système centralisé de données criminelles. Chaque région traitait ses affaires localement. Quand un enfant disparaissait à Genova, la police locale ouvrait une enquête. Quand un corps était retrouvé à Pereira, c'était une autre juridiction qui s'en occupait. Personne ne faisait le lien entre ces cas, et lui, il le savait. Il exploitait cette faille systémique avec une intelligence froide et calculatrice. Les rares fois où des corps étaient découverts, il présentait des blessures horrifiantes. Des marques de violence extrême qui dépassaient largement ce qu'on observe dans un homicide ordinaire. Les enquêteurs trouvaient des signes de torture prolongée, de mutilation délibérée. Mais sans connexion entre les cas, ces découvertes restaient des tragédies isolées. Pendant ce temps, le nombre de victimes augmentait. 10, 20, 50, 100, personne ne comptait vraiment. Personne ne voyait le motif qui se dessinait à travers le pays. Puis vint 1997, une année qui allait tout changer. Dans la région de Pereira, des travailleurs découvrirent quelque chose d'effroyable, une fosse clandestine contenant les restes de 36 enfants. 36. Les ossements racontaient à la même histoire terrifiante, des blessures similaires, des méthodes similaires, un schéma répétitif qui ne pouvait signifier qu'une chose, un seul individu était responsable. Pour la première fois, les autorités colombiennes comprirent qu'elles ne faisaient pas face à des crimes isolés, mais à un tueur en série. Un concept qui commençait tout juste à être reconnu internationalement, notamment grâce aux travaux du FBI aux États-Unis. Les enquêteurs commencèrent à étudier le profilage criminel, une méthode encore nouvelle pour eux. Ils rassemblèrent tous les dossiers d'enfants disparus et de corps retrouvés à travers le pays. Et lentement, un portrait commença à émerger. L'homme qu'ils cherchaient était organisé, méthodique. Il choisissait ses victimes selon des critères précis. Des garçons vulnérables, sans protection familiale solide. Il utilisait la manipulation et la tromperie pour gagner leur confiance. Il se déplaçait constamment pour éviter d'être détecté. Mais qui était cet homme? Comment le trouver dans un pays de millions d'habitants? La réponse à cette question portait un nom. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Né en 1957 dans la petite ville de Genova, département du Quindío, Garavito était l'aîné de 7 enfants. Son enfance, selon ses propres déclarations, aurait été marquée par la violence et les traumatismes. Il parlait d'un père brutal,
d'agressions subies. Mais ces allégations n'ont jamais pu être vérifiées de manière indépendante. Ce qui est certain, c'est que dès l'adolescence, Garavito présentait des difficultés d'adaptation sociale. Il peinait à l'école, ne parvenait pas à garder un emploi. Il développa un alcoolisme sévère et des comportements agressifs. À un moment, il tenta même de se faire interner volontairement dans un établissement psychiatrique, sans que cela ne change quoi que ce soit à long terme. Aux yeux de ses voisins et connaissances, pourtant, il semblait relativement normal, peut-être un peu étrange, mais rien qui ne laissait présager l'horreur qu'il cachait. Il vendait des images religieuses, fréquentait l'église. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Donnait l'impression d'être quelqu'un de confiant, voire de pieux. C'était un masque parfait qui lui permettait de s'approcher de ses victimes sans éveiller les soupçons. Ce que Garavito faisait à ses victimes dépasse l'entendement humain. Les détails révélés lors de l'enquête ont choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Après avoir emmené un enfant dans un lieu isolé, il commençait par l'immobiliser. Puis venaient les agressions, répétées, prolongées. Mais ce n'était que le début. Ce qui suivait relevait d'un sadisme pur, d'un besoin maladif de faire souffrir. Il torturait ses victimes pendant des heures, parfois des jours. Il utilisait des outils, des objets tranchants. Il pratiquait des mutilations systématiques. Les rapports d'autopsie mentionnaient des blessures d'une cruauté inimaginable. Et quand il en avait terminé, il laissait souvent une bouteille de rhum près du corps. Une sorte de signature personnelle, un élément récurrent qui allait aider les enquêteurs à relier les cas entre eux. Les criminologues qui ont étudié son profil parlent d'un psychopathe sexuel présentant un niveau extrême de sadisme. Il ne ressentait aucune empathie, aucun remords. Pour lui, ses enfants n'étaient pas des êtres humains, mais des objets à travers lesquels il pouvait assouvir ses pulsions les plus sombres. Il gardait des souvenirs de ses crimes, des coupures de journaux, des tickets de bus, des notes personnelles, comme des trophées qui lui rappelaient chaque victime, chaque moment de contrôle et de domination. En 1999, la police colombienne intensifia sa traque. Les enquêteurs avaient maintenant un profil psychologique détaillé de leurs suspects. Ils savaient qu'il se déplaçait beaucoup, qu'il ciblait des enfants spécifiques, qu'il utilisait des déguisements. Mais trouver un homme capable de changer constamment d'apparence et de localisation dans un pays aussi vaste que la Colombie restait un défi colossal. La chance, si on peut l'appeler ainsi, allait finalement sourire aux enquêteurs le 22 avril 1999. Ce jour-là, dans une petite ville, un homme tenta d'approcher un garçon de 12 ans près d'une grotte. Il offrait de lui acheter des billets de loterie, engageait la conversation avec ce sourire charmeur qu'il avait perfectionné au fil des années. Mais quelque chose alerta l'enfant, peut-être un instinct de survie, peut-être la façon dont l'homme le regardait. Le garçon résista, cria, attira l'attention. Des passants intervinrent. La police fut appelée. Et quand les agents arrivèrent, ils trouvèrent un homme qui tentait désespérément de nier son identité. Il prétendait être quelqu'un d'autre, présentait de faux documents. Mais l'enfant l'identifia formellement. Et quand la police vérifia ses empreintes digitales, la vérité éclata. Cet homme aux multiples visages, ce prédateur qui avait terrorisé la Colombie pendant près d'une décennie, c'était lui, Luis Alfredo Garavito Cubillos. La bête était enfin capturée. Après l'arrestation de Garavito, les enquêteurs découvrirent une mine d'informations. Dans la maison d'une connaissance, ils trouvèrent une boîte contenant des éléments troublants, des photographies, des documents sous différents noms, des centaines de tickets de bus prouvant ses déplacements à travers tout le pays, et surtout des coupures de journaux relatant des disparitions et des découvertes de corps d'enfants. C'était comme un journal macabre de ses crimes. Chaque article soigneusement découpé et conservé. Certains cas n'avaient même jamais été reliés à un suspect, mais maintenant, tout devenait clair. Les enquêteurs passèrent des mois à croiser ces informations avec leurs dossiers. Ils interrogèrent Garavito encore et progressivement l'ampleur de ses crimes se révéla. Il confessa avoir tué dans plus de 50 départements colombiens. Il mentionna également des victimes au Venezuela et en Équateur, lors de ses déplacements transfrontaliers. Le nombre exact de ces victimes reste difficile à déterminer, mais les estimations les plus prudentes parlent de plus de 138 meurtres confirmés. Certains spécialistes pensent que le nombre réel pourrait dépasser 300 victimes, 300 enfants, 300 vies brisées, 300 familles détruites. Le procès de Luis Alfredo Garavito
fut l'un des plus médiatisés de l'histoire colombienne. Comment juger un homme responsable d'une telle horreur? Comment punir quelqu'un qui avait causé tant de souffrances? Garavito fut condamné pour 138 homicides prouvés. La sentence fut sans appel, 1853 ans et 9 jours de prison. Mais la loi colombienne imposait une limite. Personne ne pouvait purger plus de 30 ans de prison, quelle que soit la gravité de ses crimes. Ce chiffre fut même réduit à 22 ans en raison de certaines dispositions légales. Cette perspective choqua l'opinion publique. Comment un monstre pareil pourrait-il potentiellement sortir de prison un jour? Les procureurs tentèrent de créer des procédures parallèles, d'ajouter de nouveaux chefs d'accusation pour prolonger sa détention. Mais les années passèrent. Et Garavito, derrière les barreaux, menait une vie relativement tranquille. Les gardiens le décrivaient comme un détenu au comportement exemplaire. Il mangeait, dormait, vivait comme n'importe quel autre prisonnier. Certains y voyaient une preuve supplémentaire de sa psychopathie. Cette capacité à s'adapter, à jouer le rôle du prisonnier modèle, alors qu'à l'intérieur, rien n'avait changé. Aucun remords, aucune empathie. Juste une façade de plus. Le cas de Luis Alfredo Garavito soulève des questions qui dépassent l'individu lui-même. Comment un seul homme a-t-il pu commettre autant de crimes pendant si longtemps sans être arrêté? La réponse réside en partie dans les failles systémiques de l'époque. L'absence de bases de données criminelles centralisées, le manque de coordination entre les différentes juridictions, la méconnaissance des techniques de profilage criminel. Mais il y a aussi une dimension sociale troublante. Toutes les victimes de Garavito étaient des enfants pauvres, marginalisés, souvent invisibles aux yeux de la société, des enfants dont la disparition n'inquiétait pas vraiment les autorités. Si ces victimes avaient été issues de familles aisées, vivant dans des quartiers surveillés, Garavito aurait-il pu agir impunément pendant 7 ans? Probablement pas. Cette réalité pose une question éthique fondamentale sur la valeur que nos sociétés accordent à chaque vie humaine, sur la protection que nous offrons aux plus vulnérables d'entre nous. Garavito lui-même tentait d'expliquer ses actes par ses propres traumatismes d'enfance. Mais peut-on vraiment excuser l'inexcusable? Des millions de personnes subissent des traumatismes sans devenir des monstres. Le débat entre nature et culture, entre libre arbitre et déterminisme, trouve dans ce cas l'une de ses expressions les plus extrêmes. Le 12 octobre 2023, Luis Alfredo Garavito Cubillos est décédé dans sa cellule de prison. Il souffrait d'un cancer de l'œil depuis plusieurs années. Sa mort a été accueillie avec un mélange de soulagement et de frustration par les familles des victimes. Soulagement qu'il ne puisse plus jamais faire de mal. Frustration qu'il n'ait jamais vraiment payé pour ses crimes, qu'il soit mort paisiblement alors que ses victimes avaient connu des fins si terribles. Beaucoup de questions restent sans réponse. Combien de victimes exactement? Y a-t-il des corps qui n'ont jamais été retrouvés? Des familles qui cherchent encore leurs enfants disparus sans savoir que Garavito en était responsable? L'héritage de cette affaire dépasse largement la Colombie. Elle a permis de sensibiliser le monde entier à l'importance des systèmes de surveillance criminelle, du profilage, de la protection de l'enfance. Elle a montré que le mal absolu existe et qu'il peut prendre le visage le plus ordinaire. Luis Alfredo Garavito était un homme banal en apparence. Il ressemblait à n'importe qui, et c'est peut-être ça le plus effrayant. Le fait que le monstre ne porte pas toujours un masque visible, qu'il peut se cacher derrière un sourire, une image religieuse, une fausse blessure. Les spécialistes considèrent aujourd'hui que Garavito est probablement l'un des tueurs en série ayant fait le plus de victimes dans l'histoire moderne documentée. Plus que Ted Bundy, plus que John Wayne Gacy, plus que la plupart des noms que nous associons à l'horreur absolue. Mais contrairement à ces autres criminels, Garavito reste relativement méconnu du grand public international. Peut-être parce que ses victimes étaient des enfants pauvres d'Amérique du Sud. Peut-être parce que leur vie comptait moins aux yeux du monde. Cette histoire nous rappelle une vérité dérangeante. Le mal existe, et parfois, il gagne pendant bien trop longtemps. Mais elle nous rappelle aussi autre chose, que la vigilance est nécessaire, que la protection des plus vulnérables doit être une priorité absolue, et que chaque vie compte, quelle que soit son origine, sa situation sociale, sa visibilité. Les enfants de Garavito méritaient de mieux. Ils méritaient d'être protégés. Ils méritaient de vivre. Et nous leur devons au minimum de ne jamais oublier.